La question du vivre ensemble autrement est aujourd'hui une réponse à un besoin de plus en plus partagé. Notre société, qui promet encore notre émancipation par la satisfaction de nos besoins individuels et matériels, semble avoir raté un maillon essentiel de son développement en considérant notre interdépendance comme une notion dépassée. En dehors du clan familial, peu d'entre nous avons développé le sens du collectif en tant que mode de vie au quotidien. Même si nous travaillons en équipe, participons à des activités associatives variées et avons une vie sociale riche, nous habitons le plus souvent isolés les uns des autres, sans véritable interdépendance ni implication participative au quotidien. Les oasis placent au cœur de leur raison d'être la mutualisation et des choix participatifs qui offrent un rapport nouveau au vivre ensemble. Cela ouvre à une nouvelle façon de vivre le collectif que nous expérimentons au sein de l'Oasis du Hameau des Buis depuis quelques années. Lorsque Sophie et moi avons démarré le projet en 2003, notre intention était à la fois de sécuriser une activité scolaire démarrée quelques années plus tôt, mais également de créer un lieu de vie dans lequel nous pourrions expérimenter toutes les pratiques associées aux changements que nous souhaitions voir dans notre société. Actuellement, 55 personnes vivent au Hameau des Buis, dans 20 maisons bioclimatiques, et l'école intègre 80 élèves de la maternelle à la fin du cycle collège des villages aux alentours, sans compter les diverses activités telles que le maraîchage, l'élevage, la boulangerie, les formations, etc. Autant dire qu'il y a fort à apprendre. L'ADN du projet prévoit que les habitants soutiennent l'école solidairement. Et de fait, nous apprenons une nouvelle manière de faire société ensemble. Au Hameau des Buis, on ne sait pas très bien qui des enfants ou des adultes apprend le plus. Tout d'abord, vivre ensemble autrement suppose d'avoir construit de façon participative les bases et les repères auxquels chaque membre du collectif peut se référer. Ces références sont édifiées au fur et à mesure afin de satisfaire plusieurs besoins. Par exemple, une charte éthique pour nourrir le sens et les valeurs fondatrices au début du projet. Puis vient le temps de la construction, d'une organisation, qui implique chaque membre du collectif en fonction de ses talents et ses envies. La recherche d'une vraie autonomie passe en effet par un organisme collectif sachant répondre à ses propres nécessités autant que possible. C'est ça qui permet à une oasis d'être forte et autonome sur son territoire. Cet aspect lié à une structure humaine efficiente et agile qui respecte les besoins de chacun représente l'un des défis à relever. Car un tel projet dépend directement de la capacité d'engagement des membres de l'oasis. Par exemple, nous ne pourrions pas entretenir chaque printemps notre phytoépuration de façon autonome sans la participation d'un minimum de 10 personnes de l'écovillage sur 2 journées entières. Ce genre d'activité, à la fois indispensable et qui sollicite beaucoup d'habitants, jalonne la vie de l'oasis de façon régulière. Nous avons appelé ces temps de travail partagé les journées solidaires. Pourtant, aucun habitant n'est formellement obligé de prendre sur son temps personnel pour participer à une activité solidaire. Chacun fait de son mieux pour répondre aux besoins du collectif. La répartition des rôles se fait d'elle-même, sans doute en raison de nos réunions régulières, qui sont autant de moments où l'information circule librement. Même si une problématique peut prendre beaucoup de temps à résoudre, elle ne met jamais longtemps à émerger. Il existe différents types de réunions en fonction des besoins. La réunion plénière, mensuelle, qui est l'organe central et décisionnel du collectif depuis le début du projet. La réunion hebdomadaire, quant à elle, n'est pas décisionnelle et sert plutôt à se rencontrer de manière informelle afin de prendre la température de l'ambiance générale, découvrir et partager ensemble ce qui fait les choses du quotidien de chacun, ou bien ouvrir une problématique qu'il s'agira de traiter en plénière. Beaucoup d'autres réunions en plus petits groupes sont prévues pour répondre à l'ensemble des besoins collectifs à satisfaire. On appelle cela les groupes de travail. Il y en a une vingtaine en ce moment. Ils servent à élaborer des solutions selon les sujets pour lesquels ils ont été créés. Et ils n'ont pas vocation à s'éterniser dès lors que la problématique a trouvé une solution. En ce moment, chez nous, il y a le groupe de travail accueil, wiki, gouvernance, site web, agroécologie, les tracés des chemins qu'on remet en question, les visites groupées qu'on doit toujours gérer, les toilettes sèches, les formations, la mutualisation, l'architecture, le parking, la phytoépuration, etc. Les sujets ne manquent pas. Chaque groupe de travail est piloté par un rôle référent chargé de coordonner le travail qui aboutit à l'élaboration d'une proposition présentée en réunion plénière mensuelle. En séance, cette proposition est clarifiée, souvent bonifiée et modifiée afin d'aboutir au consentement général une fois les objections levées.
Il existe également des commissions permanentes, à la différence d'un groupe de travail dont l'existence s'arrête le jour où il a résolu la problématique pour laquelle il a été créé. Il peut paraître étonnant de présenter le vivre ensemble dans une oasis à travers le prisme d'une organisation. Cependant, je crois que ce nouvel art du vivre ensemble repose autant sur notre capacité à vivre des espaces de convivialité que sur celui de nous organiser avec le consentement et la participation de tous. Car c'est bien dans l'agir ensemble au service du collectif que l'on expérimente ce lien d'interdépendance si important lorsque l'on souhaite reconquérir une certaine autonomie. Laurent Van Dietz de l'Université du Nou vous en dira plus sur les principes de la gouvernance. Bien sûr, la vie de l'Oasis est émaillée d'un grand nombre de moments conviviaux ou festifs. Par exemple, 2 fois par semaine, chaque habitant est invité à un repas partagé. La proposition est super simple. Il suffit d'apporter un plat à partager et laisser la vie faire le reste. Notre Oasis reçoit également beaucoup d'invités, grâce au réseau des uns et des autres. Même si nous n'avons pas d'accueil indépendant encore, il est assez facile de trouver un habitant prêt à prêter une chambre pour quelques jours, ou bien même son logement tout entier en cas d'absence. Rien que cette année, nous avons pu accueillir des conférenciers, des artistes ou des représentants de tribus lointaines comme les Tamatcheks, le peuple Kogi ou la nation Otomi, qui sont toujours curieux de découvrir comment se construit et se vit en Occident ce nouveau rapport à l'autre et à la nature au sein d'une oasis. Ça les rend très très curieux. Il faut également citer les nombreux stagiaires et volontaires internationaux qui offrent à l'oasis une ouverture sur le monde incomparable. L'école et le jardin offrent également des supports propices aux activités collectives et aux échanges intergénérationnels. Tout le monde est invité à participer aux ateliers de l'après-midi. Il suffit d'avoir envie de partager un savoir auprès des enfants ou des adolescents du collège et de s'inscrire. Avec toutes ces occasions tournées vers les autres, il est quand même concevable de vivre une vie plus casanière, car rien n'oblige un habitant en dehors des engagements auxquels il a lui-même consenti. Cette notion me paraît extrêmement importante, car il existe une grande variété de façons d'entretenir la vitalité d'une oasis. Ainsi, certaines personnes vont-elles beaucoup plus discrètes, voire absentes lors des moments collectifs, et leurs apparitions seront même rares en dehors des réunions plénières mensuelles. En revanche, elles peuvent assumer des rôles très importants dans l'oasis et avoir un dévouement et une notion du service très importante pour la santé de l'oasis, au quotidien. Toutefois, il serait trop simple de croire que vivre ensemble dans une oasis résout tous nos problèmes, comme ça, d'un coup de baguette magique. C'est pourquoi nous avons intégré des outils qui nous permettent de poser des actes constructifs en cas de conflit. Cela nous aide à prendre soin, de ne pas nous enliser dans les tiraillements, même si parfois cela prend quand même beaucoup de temps. La communication non violente, qui sera aussi présentée par Isabelle Desplat, est un des moyens pour arriver à mettre des mots sur les litiges. Lorsque les dissensions frappent le collectif tout entier, chaque habitant peut demander la tenue d'un cercle de parole, moment très intense et très réglementé, qui permet aux langues de se délier dans un cadre de sécurité tenu par l'ensemble des membres du cercle. Ces espaces ne sont jamais décisionnels. Cependant, ils sont un support extrêmement précieux pour entendre les problématiques humaines de chaque individu face à une situation difficile, sans peur d'être jugé. Car en effet, une des règles impose de parler à partir de je, à partir de soi. Cette possibilité engendre à elle seule une faculté de régulation propice à la régulation des tensions. Pour finir, je dirais que vivre ensemble au sein d'une oasis de vie est un apprentissage quotidien, car cela suppose de revisiter notre rapport à l'autre dans des espaces qui jusqu'alors étaient beaucoup plus exclusifs à la vie familiale. Comme le rappelle parfois Pierre Rabhi, on peut se sentir étranger dans sa propre famille. Notre oasis de vie s'est d'abord édifiée à partir d'une oasis des consciences, qui se sont retrouvées sur des valeurs que nous cherchons à incarner au quotidien. Vivre ensemble à partir de ces nouvelles bases est une véritable aventure qui préfigure le changement que nous souhaitons voir à l'échelle de notre société, car il replace l'équilibre entre l'humain et la nature au cœur de nos préoccupations, seul véritable garant de notre existence et de celle des générations futures.